Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de votre émission Lire Ensemble, une émission qui reçoit aujourd'hui pour la première fois Monsieur Alpha Ali Maïga. Il est ingénieur des eaux et forêts à la retraite, natif de Fatoma dans le cercle de Mopti. Avec lui, nous allons décortiquer son ouvrage intitulé Contribution à l'analyse du service des eaux et forêts et de la gestion des ressources naturelles. Bonjour Monsieur Maïga. Bonjour. Monsieur Konaté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Pour la coprésentation de l'émission, nous recevons sur notre plateau également le doyen Nano Damile. Bonjour Nano. Bonjour Tchamago Konaté. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. En attendant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons le portrait de notre invité du jour, Monsieur Alpha Ali Maïga. C'est dans ce grand format réalisé par Aïssata Traoré. Né vers 1950 à Fatoma, chef-lieu de canton du Konari dans le cercle de Mopti, Alpha Ali Maïga fit ses études primaires à Fatoma et Mopti. Après les études secondaires, il sortit comme ingénieur des sciences appliquées, spécialité eaux et forêts en 1976. L'écriture s'est imposée petit à petit à notre écrivain du jour comme moyen de communiquer des informations chères à son métier qui était une vocation. Dans mon parcours professionnel, pratiquement, j'ai occupé le poste de directeur ou d'adjoint au niveau de mon circuit. Et pratiquement, je faisais l'administration. Et qui administration dit forcément écriture. Mais ce qui m'a poussé vraiment à écrire, c'est qu'en 1997, quand il y a eu la réforme du ministère du Développement rural et de l'environnement, alors on a mélangé, on a fusionné les services. Il y avait 6 anciennes directions centrales qu'on a ramenées à 3 nouvelles directions, dont 2 directions nationales et une direction générale. Ça s'est traduit par une perte totale des documents, des archives. En tout cas, il y a un peu de cela qui m'a poussé donc vraiment à écrire. Donc j'ai dit également, il y a un manque. Il y a des informations qui sont disponibles, que moi je connais. Donc je pense que je dois donner l'information, non pas par voix orale, mais par écrit. Alpha Maïga s'est consacré à ces documents plutôt techniques et s'est retrouvé avec près d'une dizaine de documents. Il touche essentiellement aux mémoires des eaux et forêts en passant aux techniques de reboisement, entre autres. J'ai parlé du service de forêt, il y a 4 tomes qui concernent l'évolution du service des eaux et forêts. J'ai fait ça 4 tomes. Et j'ai fait également une édition qui concernant la contribution à l'analyse du service des eaux et forêts et des ressources naturelles. J'ai fait une première édition. C'est celle qui a fait l'objet d'un lancement. J'ai fait une deuxième édition qui est là et une troisième édition que je n'ai pas encore tirée. Et ensuite, ça fait 7. Il y a les 3 autres là. Ça concerne le répertoire des agents, les eaux et forêts, de 1935 à 2015. Ça fait une période de 80 ans. Et j'ai fait les pépinières et les reboisements. C'est également là. Et puis la gestion des ressources humaines. C'est ce document-là. Donc ça me fait un total de 10 documents. Ces ouvrages, selon l'auteur, sont destinés tout d'abord aux agents des eaux et forêts, mais aussi aux collectivités territoriales et aux citoyens. La passion de notre auteur du jour n'est autre que le travail et surtout le travail bien fait. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête, aussi bien en famille qu'à l'école. Je vais rappeler juste un de nos professeurs de mathématiques qui est décédé, qui a été président de l'Assemblée nationale du Mali, en la personne de feu Sidiki Diarra, de Kouloukoro. C'est notre professeur de mathématiques. Il aimait dire toujours aucun moteur ne fonctionne à vide. Chacun n'a qu'à jouer sa petite partition dans le développement du pays, mais il faut le jouer franchement.
il faut le jouer clairement, il faut le jouer avec droiture. Alpha Maiga a pu produire ses ouvrages et a actuellement comme vœu ardent la multiplication de ses productions. Et je vous invite à plus les découvrir sur le plateau de Lire Ensemble. Merci à vous, Aïssata Traoré. Une fois de plus, M. Maiga, bienvenue. Merci. Vous venez de suivre votre portrait avec notre jeune portraitiste Aïssata Traoré. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, ça me réconforte. Ça traduit en tout cas les différentes idées que j'ai développées quand elle a passé pour faire ce portrait en famille. Donc je pense que son contenu correspond en tout cas à ce que je vivais, à ce que j'ai vécu et à ce que je vivrai en réalité. Parce que mon souci principal, c'est de faire connaître l'existant aux générations d'aujourd'hui et aux générations futures. Je sais que nous n'aimons pas lire, je le sais, mais pour lire, il faut qu'il y ait écriture. Donc ça, c'est mon raisonnement. Et peut-être un jour viendra où en tout cas ces écrits auront un retentissement à travers le pays et pourquoi pas au niveau de toute la zone ouest africaine. En tout cas, merci de votre disponibilité. Contribution à l'analyse du service des eaux et forêts et de la gestion des ressources naturelles. C'est de cet ouvrage qu'il s'agit aujourd'hui. En quoi ça peut être une contribution comme vous souhaitez? Alors j'ai pris le mot contribution, il n'est pas gratuit. Je me suis dit que je ne suis pas le seul à avoir écrit sur le service des eaux et forêts. Et il y a le premier directeur du service des forêts en la personne de Jean Djigui Keita qui a écrit sur le service des eaux et forêts. Il y a un certain Draman Sissé également qui a écrit. Je me suis donc dit également, c'est des contributions qu'ils ont faites et il m'a demandé vraiment d'ajouter ma petite pierre à cet édifice-là. Donc j'ai contribué également à ma façon à dire, voilà, qu'est-ce que c'est que les eaux et forêts, qu'est-ce qui a été fait, comment c'est venu, comment c'est en train de marcher, quels sont les points forts, quels sont les points faibles du service et quelles sont les personnes qui ont animé la vie de ce service-là. En 1935 à 2015, il y a certaines périodes clés qui existent et qui ont couronné en tout cas le développement, l'évolution de ce service. La gestion des eaux et forêts et des ressources naturelles, c'est de cela qu'il s'agit bien évidemment. L'appellation eaux et forêts remonte à quel siècle? Ça remonte au XIIIe siècle. La toute première fois que ça fait l'objet d'appellation en 1219. Et le premier roi français qui a donné cette appellation, il s'appelle Philippe le Roi, le Conquérant. Mais moi, je propose aux Maliens de retenir la date de 1230. Pourquoi? J'ai dit 1230, ça aussi aux environs de 1235, la bataille de Kirina entre Sunyata et Soumaoro. Je pense que quand on déplace, ce n'est pas grave, 10 ans, les gens vont retenir. Et même ceux qui n'ont pas été à l'école, quand on va leur dire la bataille de Kirina, c'est depuis ce temps-là qu'on parle des eaux et forêts. Non pas au Mali, mais en France. Parce que c'est la France qui a amené le sol des eaux et forêts au Mali, au Soudan français, en 1935. Donc l'appellation date de 1219. Mais moi, je propose 1230, voire 1235, pour qu'on puisse avoir un point de départ connu de nous tous en tant que Maliens. Nando? À partir du XIIIe siècle, le roi français s'intéressait plutôt à la forêt. Parce que lui, si je ne m'abuse, il devrait avoir un penchant pour la chasse. Et son successeur également. Donc, est-ce que c'est cette motivation qui les a amenés à accorder une certaine considération au service? La motivation première, c'est que la nature, de par même son existence, est un attrait. Mais à l'époque, il faut d'abord avoir un caractère de noble pour se consacrer à la nature. Et tous les premiers rois de la France de l'époque
avaient en tout cas essayé de gérer à leur façon, selon leur entourage là, la forêt. Alors, mais la forêt, en tant que telle, existait. Mais il y a son contenu par la faune aquatique et la faune terrestre. Donc, on peut parler de pêche, on peut parler de chasse. Mais l'accent était mis beaucoup plus sur la forêt. Donc, ils ont continué et il y a eu des changements. Il y a eu des changements parce que c'était les rois qui étaient là. Mais c'est après qu'il y a eu les eaux et forêts en tant que les agents des eaux et forêts, je veux dire. Parce que c'est en 1870, vous voyez la différence entre 1219 et 1870, qu'il y a eu la création pour la toute première fois du corps des chasseurs forestiers. Donc c'est ceux-là qui ont constitué le premier départ de la constitution future du corps du service des eaux et forêts. Ça n'a pas été facile, hein. C'était d'abord des guides et par la suite ils ont demandé à intégrer l'armée et à mériter la tenue. C'est par la suite qu'il y a eu 2 lois et un décret leur conférant le statut de chasseur forestier avec le port des tenues militaires comme les militaires à proprement parler. Difficile de parler de l'historique des eaux et forêts sans parler de la fameuse conférence de Berlin. Est-ce que vous pouvez nous faire un aperçu de cette conférence de Berlin? Qu'est-ce qui a été dit concrètement lors de cette conférence? Quelles sont les grandes résolutions assorties de la fameuse conférence dont on parle? Pour aller très vite, c'était le partage de l'Afrique. Et il y a le roi Léopold II de la Belgique qui disait le partage du gâteau africain. Cette conférence s'est déroulée durant 104 jours, de 84 et novembre 84 à février 85. Aucun Africain n'a mis pied à cette conférence-là. Il n'était pas présent. Et les dernières résolutions là disaient que une colonie là, c'est comme une marchandise. On peut la vendre à tout moment, comme on peut la changer. Il y a 3 éléments qui sont retenus. Et maintenant, toute revendication de notre pays qui a pris une colonie là, il faut que ces pays-là, européens, disent aux autres que cette partie-là, de la colonie là, que c'est à lui. Autrement dit, on est resté dans ça. Et j'ai dit dans mon document, tant que les chasseurs vont être glorifiés, celui qui est chassé là, il n'aura pas de sortie. Qui est chassé? Qui est chasseur? Le chasseur là, c'est le colonisateur. Je dis c'est les chassés, c'est les colonies qui sont les proies. Alors j'ai posé même une question, je crois dans le livre là, je dis quand est-ce que le rôle va-t-il être inversé? Je n'anticipe pas, mais à travers en tout cas ce qu'on est en train de vouloir vivre de nos jours, il y a quelques semences, quelques germes du retour de cela. Non. Quelque part, vous dites que les premiers éléments qui ont été utilisés également par les colons, à partir de 1930 par exemple, chez nous, à partir de précisément 1935, c'était des anciens combattants. Pourquoi? Oui, la Première Guerre mondiale, c'était 14-18. Oui. Et la deuxième, c'est 39-45. Alors vous voyez que le service des eaux et forêts a vu le jour au Soudan français à partir de 1935. Donc entre 1935 et 1945. Alors mais qu'est-ce qu'on cherchait à l'époque? On voulait des débouchés par rapport à l'exploitation de la colonie, par rapport au bois. Parce que les machines qui fonctionnaient à l'époque là, il fallait qu'elles soient approvisionnées à partir du bois existant dans nos colonies. Lesquelles colonies qui au départ étaient connues comme n'étant pas riches en bois. Mais par la suite, ils ont envoyé des techniciens forestiers qui ont démontré qu'il y a une possibilité de ponctionner le bois brut existant et qu'on pouvait alimenter d'une part
les trains, les locomotives, ça c'est par rapport au rail, les véhicules par rapport aux routes et les bateaux par rapport au fleuve. C'est ce qui explique le fameux Dakar-Niger, c'est lui Dakar après Dakar jusqu'à Gao. Donc, l'idée qu'on voulait, c'était de trouver des éléments qui pouvaient s'occuper de cela. Le premier élément disponible, c'était les livrets de guerre, parce qu'au moins eux, il y a la communication entre eux. Exactement. Alors donc, on a pris les livrets de guerre, qu'on appelle les anciens combattants, ou les anciens combattus selon les uns et les autres. Là. Donc, on leur a dit, bon, écoutez, vous allez vous occuper de la surveillance des lieux de coupe, là où on coupe le bois, des lieux de dépôt, là où on dépose le bois, parce qu'il y a des éléments pour enlever. Mais tout ceci, c'était pour pouvoir assurer une rotation normale, rapide, à temps, des trains, des véhicules et des bateaux pour, en tout cas, ravitailler la métropole par rapport au fonctionnement des différentes unités industrielles existantes à l'époque. Donc, les anciens combattants, alors si vous vous souvenez, à l'époque, eux, c'était la chéchia rouge, une manche courte kaki, une culotte kaki avec une ceinture et des chaussures basses. C'était ça, c'était connu, c'était reconnu. Et donc, il y avait également la cravache. Et je n'ai pas mis ça dans ce truc parce que j'ai l'information. Après, on a décrit comment est-ce qu'on faisait faire venir le bois du commandant de cercle. Parce que c'était lui qui était le dieu dans le cadre du travail forcé. Forcé, exactement, les travaux forcés. Ces militaires également étaient là pour appliquer les yeux fermés les instructions qu'ils recevaient. La population, quand tu viens pour chaque fois me châtier, vraiment tu ne veux pas me plaire. Donc on a gardé ça jusqu'à l'indépendance. Et après on dit bon, les forestiers sont ceci, ils sont cela. À tort ou à raison, en tout cas c'est les idées qui sont développées. Alors lorsqu'on essaie de faire une comparaison entre les deux époques, par exemple avant l'indépendance et après la proclamation de l'indépendance, est-ce qu'il y a une différence selon vous entre les services des eaux et forêts dans ce cas? Il y a une différence très nette, mais qui ne se fait pas ressentir par rapport au développement durable des ressources forestières, fauniques et halieutiques. Je m'explique. Durant toute la période coloniale, en tout cas, si on prend les agents forestiers qui étaient là, c'était des gardes forestiers. Et il y avait 125 gardes forestiers, de 1935 jusqu'en juin 1954. Ils sont nommés 125 gardes forestiers. Et le premier agent forestier des eaux et forêts du Soudan français s'appelle Kotete Koulibaly, il est du cercle de Katib. Ces agents-là, par rapport à leur profil et par rapport à ce qu'ils ont assis, à ce qu'ils ont protégé pendant la période coloniale, si on compare par rapport à l'indépendance de 1960 à 2015, j'ai calé mon document en 2015, on se rend compte que, au-delà même de l'explosion démographique, les ressources sont en train de s'amenuiser. Quand on va parler de la climatologie, on va parler de la sécheresse, on va parler de la désertification, c'est vrai. Mais le rôle qui est dévolu pour défendre, pour protéger les ressources forestières-là, était beaucoup plus perceptible au temps colonial que maintenant. Je prends la période 60-68, le reboisement. Et j'ai rappelé dans mon document, j'ai parlé d'Abdou Karim Dramé, j'ai parlé d'Abdou Gassama, j'ai parlé de Sadio Touré, j'ai parlé de SSCC, qui à chaque fois, avant de faire passer le journal parler le matin ou la nuit là, faisait passer des slogans en faveur du reboisement. Ton pays sera dévasté par le désert. Plante-y, saumon, oignon et tu sauveras ton pays. Alors si ces messages avaient été perçus et respectés il y a 50 ans ou plus, je pense qu'aujourd'hui, on aurait parlé peu de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si on compare ce qui a été fait pendant la période coloniale, est-ce qu'on a pu le maintenir après? Non. Qu'est-ce qui a entraîné ce relâchement? Moi, je pense qu'il y a eu une première chute quand il y a eu le premier coup d'État
le 19 novembre 1968, nous tous, principalement les bergers, les chasseurs, en tout cas tous ceux qui étaient en lien direct avec les ressources naturelles là, ils se sont dit, bon, maintenant tout est permis, on peut faire comme on veut. Et il y a des cas où, quand un berger, il tape, il donne un coup de hache à un arbre ou bien à une branche là, il dit le nom de quelqu'un. Donc pour eux, c'était bon. Mais en fait, ils ne savaient pas que ce mal-là, ils ne le faisaient pas aux eaux et forêts, mais ils se faisaient ce mal-là. Ils le faisaient à eux-mêmes. Parce que si tu n'as pas d'herbage, tu n'as pas de fourrage aérien pour ton bétail, tu es le premier à souffrir. Justement, de 1935 à 2015, vous l'avez dit, ça fait 80 ans. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont au niveau des services des eaux et forêts. Si je ne m'abuse, après le coup d'État de 91, il y a eu un passage à vide du service des eaux et forêts. On n'en parle pas assez, M. Maïga. Quel a été l'impact de ce passage à vide sur le service des eaux et forêts et sur notre écosystème? Oui, justement, ce passage-là, ce n'est pas un passage à vide. Hein. Lors des événements, ce n'est pas nouveau. Hein. Peut-être la conférence nationale a été l'occasion de dire parmi tous les services de répression du Mali, seul le service de forêt est le plus dangereux, celui qui était mal vu. Et qu'il fallait l'éteindre. Je viens, il fallait l'éteindre. Il fallait le supprimer. Ce n'est pas une idée nouvelle, la suppression du service des eaux et forêts. Je vais vous l'expliquer. Et en fonction de ce que vous connaissez, vous allez comparer et vous allez voir. En 1946, là, quand il y a eu l'Union sénégalaise RDA, il y avait le classement des forêts. Nigéla, là, si tu vas il y avait un problème le baoulé. Voilà, exactement. Il y avait eu un premier clic entre les eaux et forêts et les populations par rapport au déclassement d'une portion de la forêt classée de Nigéla. Elle existe. Et selon le rapport de l'agent qui était là-bas à l'époque, là, Dougoumale Sissé, qui a été le premier chef d'instruction forestière de la région de Sikasso, il a fait un rapport là-dessus. Et en conclusion, la Cour de refus, selon les hommes politiques, là, la sous-section de Nigéla, que c'est un refus des eaux et forêts dû à une certaine rancune entre les eaux et forêts et... Ok. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, on a toujours fait croire aux gens, parce qu'en 61, 62, il y a eu une première interdiction des feux de brousse au Mali. Et l'Union sénégalaise RDA s'est réunie pour dire, bon, le feu va être interdit sur tout le territoire. Ça a passé. En 1980, le 24 novembre 1980, il y a eu une circulaire, la circulaire 636 du 24 novembre 1980, interdisant la mise à feu sur toute l'étendue du territoire. Je veux qu'on se comprenne très bien ici, parce que ceci a une implication par rapport à ce qui a été dit lors de la conférence nationale. 92. Vous le savez très bien. Les gens ont dit, bon, les forestiers mettent le feu à la brousse et tout. Mais ces dispositions-là, on avait dit, celui qui met du feu, il y a des conseils qui ont été relevés. Il y a des chefs de village qui ont été relevés à cause des feux de brousse. Alors, le premier décret qui gère les ressources forestières au Soudan français, il y a eu un premier décret en juillet 1900. Mais celui que nous connaissons parfaitement, c'est le décret 446 du 4 juillet 1935 portant région forestière en Afrique occidentale française. Le premier texte de loi qui a été pris après ce décret-là, concernant les forêts, c'est la loi du 17 février 1968.
Cette loi, dans sa toute dernière disposition-là, elle stipule que seront abrogées, suivez-moi bien, seront abrogées toutes dispositions antérieures contraires. De 1968 jusqu'en 1986, il n'y a pas eu de nouveau texte sur les forêts. C'est en 1986 qu'il y a eu une nouvelle disposition forestière. Cette disposition, elle a confirmé ce qui était dit dans le décret 446 du 4 juillet 1935, qui n'a pas été abrogé. Alors la conférence nationale s'est tenue du 24 juillet 91 au 12 août 91. 91 se trouve entre 86 et 1995. Les participants ont dit que la circulaire là, elle n'a pas de répondant par rapport au texte existant. Or, ce que j'ai oublié, la circulaire c'est un texte réglementaire. Alors, moi j'ai dit non, la circulaire elle s'adosse à la loi de 86, qui est en vigueur au moment où la conférence nationale se tenait. Maintenant, si, comme on dit, si tu veux qualifier ton chien de... Voilà, du cas de rage. Ok. Donc, et même là, il y a des éléments. Moi, je suis de la région de Mopti. On a dressé, on a appelé Nando, on a appelé Chemogo, on a appelé Alpha. Écoutez, vous là, voilà ce que vous devrez dire. On se met derrière vous. Suivez-moi très bien. Pour Maliens qui réfléchissent au moment des événements 91, qu'est-ce qui prévalait? C'était le ton. C'est le ton qui était là. Alors si c'est le ton, un paysan ne peut pas de lui-même venir comme ça dire que non. Non. On a préparé les paysans. Et moi, j'ai, Dieu merci, un de mes grands-parents, Bozo, Dangere Womina, il m'a dit, quand je lui ai demandé, bah, je m'excuse, c'est peu quoi. On nous a dit de dire et on a dit. C'est comme ça qu'il m'a dit. Mais par la suite, pour tout cadre qui réfléchit bien, tu te rends compte que on voulait juste se débarrasser des forêts. Et j'ai dit dans mon document, j'ai écrit noir sur blanc. Il y a un candidat aux élections de 92 qui a dit en Suisse que quand il sera là, aux affaires, il va faire supprimer le service de forêt. Et le service de forêt a été effectivement supprimé. La première réforme du service des forêts, le service des forêts est venu en 1935. Il est resté service des forêts. La Direction nationale des forêts a été créée le 13 octobre 1972 et Jean-Yves Keita était le premier directeur national des eaux et forêts. C'est resté jusqu'au 17 janvier 1995 où on a créé la Direction nationale des ressources forestières, fauniques et halieutiques. Mais après on dit on va fusionner le tout, on va faire la réforme. Et c'est là où j'ai dit, ça c'est un des éléments moteurs qui m'a poussé vraiment à écrire. Dans l'ouvrage, quelque part, vous parlez de besoin de cadres compétents. Que faut-il entendre par cela? Mais cadre compétent, c'est tellement clair. Quelqu'un qui connaît bien son travail, qui aime bien son travail, qui le fait comme il se doit, avec des résultats palpables, visibles. Autrement dit, vous mettez en cause ici en quelque sorte... Parfait, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort et je le maintiens. Mais je dis en tout cas, les forestiers que nous avons vus, que nous connaissons là, ils sont connus par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus. Et on est toujours sur le terrain, mais pas comme ça se fait maintenant là. Avant là, c'était le résultat. Nando a reboisé tant. Chimoko a fait une pépinière tant. Et depuis combien d'années on est là, on parle de reboisement là. Si tu fais le bilan, l'évaluation, en toute honnêteté, moi je ne suis contre personne, mais il faut qu'on accepte de reconnaître ses erreurs en tant qu'humain. Si tu n'as pas bien travaillé, tu dois être sanctionné. Si tu as bien travaillé, tu dois être félicité. Mais on a inversé. Celui qui ne fout rien, c'est lui qui est félicité. Celui qui travaille, il est sanctionné. On n'aura pas de résultat. On n'a pas de cadre compétent. C'est ce que je veux dire par ça. Si tu prends 100 agents forestiers, tu vas trouver 5 seulement qui connaissent, qui maîtrisent bien leur truc. Mais les autres, non, ça ne peut pas marcher. Je l'ai dit sur d'autres émissions.
en bambara, je l'ai dit en français. Hein? Donc, j'estime qu'il faut accepter de se mettre en cause. Si tu viens pour l'argent là, tu ne vas pas travailler du tout. Pendant que légalement, hein, tous les textes de 1935 à maintenant ont prévu en tout cas quelque chose pour les agents par rapport aux remises. Mais si tu penses que tes remises ne suffisent pas là, il faut faire n'importe quoi. Ça ne va pas marcher. On ressent ça à travers le vide. Tu vas d'ici Gao, d'ici Ségou, d'ici Sikasso, d'ici Kolokane, d'ici Nara, d'ici Koulikoro. Peut-être que tu as inventé le bois ou le charbon. Ce n'est pas interdit. Mais on dit qu'il faut le faire selon des textes, selon des normes qui sont fixées. Bon, si tu es le premier qui doit respecter le plan d'aménagement d'une forêt classée, il est le premier à enfreindre à cela. Mais toi qui es son agent là, tu vas suivre. Quand vous parlez de faire couper du bois selon les textes, expliquez-nous un peu cette partie. Selon les textes, ça doit se passer comment? Voilà, exactement. Alors, pour couper, tout le monde peut aller couper, mais pas dans le désordre. Maintenant, une forêt, si vous l'avez, j'aime dire ces expressions-là, la forêt est un capital sur pied. C'est-à-dire c'est de l'argent que tu as là. Il est à Djolé. Nafolo Djolé. Maintenant, pour couper le bois, tu ne peux pas aller le couper comme ça. Même si c'est toi qui l'as produit. On dit que tu dois le faire conformément au texte. Il faut que tu sois reconnu comme étant d'abord un exploitant. Ça, tu as ta carte. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu vas exploiter? C'est du bois, du charbon, des produits forestiers non ligneux. Tout ça là, c'est répertorié. C'est toi qui sais ce que tu veux mener comme activité en la matière. Si tu remplis toutes ces conditions-là, maintenant, il y a une zone qui est définie et qui a un plan d'aménagement. Le plan d'aménagement veut dire quoi? Si c'est une superficie de 10 hectares, de 1000 hectares, de 100 000 hectares, là, il y a un temps au bout duquel on peut dire voilà ce que tu peux prélever en bois, en perche, etc., etc. Tu ne dois pas dépasser ça. Et les quelques projets qui ont été mis en œuvre ici n'ont pas réussi parce que les gens n'ont pas respecté les quotas qui leur ont été fixés par rapport à cela. Vous avez suivi la CCL. Vous avez suivi la CCL, non? On a passé ici, dans ce même truc-là, pour parler de cela. Donc, si on dit que tu dois enlever 100 serres au cours d'une année, toi, tu enlèves 500. Tu as empiété sur 4 ans qui ne sont pas encore arrivés. Toi, tu fais ça de son côté. Nando en fait, moi j'en fais, madame en fait de son côté. Finalement, c'est quoi? Mais le résultat de tout ça, là, est-ce que toi, tu reboises? Pourtant, il y a des activités de reboisement qui se font chaque année. Le mois d'août est consacré à la campagne de reboisement au niveau national. Quand tu mets un plan en place, là, c'est pas ça l'important pour nous forestiers. Le plan, là, depuis là où tu as pris la graine, là, tu as semé ça dans la pépinière, là, tu te proposes de l'élever ailleurs. C'est depuis là-bas qu'il faut t'occuper de ce plan-là. Hormis tout ça, là, mais si tu le mets sous terre, là, il faut que c'est comme un enfant qui te doit tenir, qui te doit dorloter. Quand il pleure, là, hein, il faut chercher un moyen de le faire taire. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus. J'en ai parlé de mon document, j'ai fait le savant ou le néologisme, là. J'ai parlé de radiophilie, j'ai parlé de téléphilie, j'ai parlé de caméraphilie et j'ai parlé de folkrophilie. Justement, j'allais rebondir. Vous avez parlé de manque de ressources compétentes. Au-delà, est-ce que vous pensez aujourd'hui que, expert que vous êtes, sinon professionnel que vous êtes du domaine, est-ce que vous pensez que la politique de reboisement au Mali aujourd'hui, c'est alors nos réalités? On sait que le pays, il est désertique sur ses 3 quarts. Et comme il a dit, on a dédié un mois, le mois d'août, au reboisement. Il y a la quinzaine de l'environnement. Avec tout cela, nous constatons l'avancée fulgurante du désert. Est-ce que vous pensez que la politique en la matière est adaptée? Alors, la politique, je la prends sur 2 angles. Tel que libellé textuellement, Oui. il n'y a pas pareil. Nickel. Mais la mise en œuvre, là,
pose problème. Il suffit simplement de dire, sur 10 ans, de sortir les documents concernant les différents reboisements, de sortir les financements et de chercher une équipe pour aller voir qu'est-ce qui existe. Je te prends 3 exemples. Toi-même, tu n'as qu'à aller vérifier, tu ne vas rien trouver. Tu te souviens, on a planté entre le rond-point de Médina et Tidibougou. Il n'y a rien. Sous le premier ministre Modibo Sidibé, on a planté sur la route de Garandi-Bougou. Il n'y a rien. En 2004, on a été, c'était Nankoma qui était le ministre, on a été planté à Kéléa et Vilsi-Bougou. Il n'y a rien. Et les tronçons Faladje, c'est nous. Ah, Ediofo. Non, je peux te citer. 1000 exemples. Mais si tu calcules le nombre d'agents mis en action pour réaliser cela, dans les forêts, les artères des grands centres urbains du Mali, et tu convertis ça en argent, ça rend fou. Mardi le 15 juillet 2003, sous ATT, à la Kainala, on a reboisé à Koulouba. Et sur la route de Kati, oui, aux environs de Samé. À Koulouba, cette année, sous Assimi, on a reboisé là-bas. Mais on ne s'est jamais préoccupé de voir est-ce que ce qui a été fait en 2003, là, ça fait 15 ans, 18 ans avant, qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien. Moi, je vous le dis, il n'y a rien. J'ai été voir, il n'y a rien. Donc, pour que l'on puisse changer le fusil d'épaule là, il faut que nous changions notre façon de faire. Pourquoi? On parle tous des effets des changements climatiques. Il n'y a pas une solution au changement climatique qui puisse en tout cas être exploité si ce n'est pas l'apport de la végétation. Parce que la végétation consomme le gaz carbonique, le CO2. Oui. Et c'est seul le végétal a la faculté de faire ça. Il n'y a pas une autre façon, si ce n'est ça là. Donc, si on veut qu'on plante, mais moi je dis si on plante là, moi je préfère planter 1 hectare très bien chaque année que de planter 1000 hectares qui vont être transportés. Voilà, là-dessus, aujourd'hui, quelle est la superficie des forêts classées du Mali et quel est l'état des lieux? Parce que ces forêts-là aussi sont menacées. Les forêts classées ont une superficie de 784 000 hectares. Et les domaines fauniques, quand on parle des animaux sauvages, ça c'est 13 millions. Si tu ajoutes le tout, ça te fait 14 762 787 hectares. Ça, c'est ce qui a été planté depuis 1935 jusqu'en 2015. Alors ça également, ça a été fait en 2 temps. Il y a eu un premier classement, l'appel colonial, là, mais qui s'est arrêté le 30 décembre 1959. Donc depuis 1959, là, on n'a pas reboisé si ce n'est en septembre 1985. Et là également, on a classé dans la seule région de Sikasso 2 forêts classées dans le cercle de Kadjolo, une forêt classée dans le cercle de Kouchala et une forêt classée dans le cercle de Kolongiaba. Ça fait 4. En décembre 1986, on a classé 15 autres forêts dans la région de Sikasso. Ça fait 19 pour une superficie de 330 000 et quelques hectares. Et depuis ça, là, il n'y a pas eu de classement de forêt au Mali jusqu'au moment où je vous parle. Par contre, on a fait ce qu'on appelle les ZIC. Les ZIC, c'est les zones d'intérêt synergétique. Ça, c'est des espaces parce qu'il y a les guides de chasse qui font ces activités-là. Mais qu'il s'agisse de classement des forêts du temps colonial ou de l'indépendance, là, si on peut parler du même au pareil, les forêts existent dans la plupart des cas de non. Parce que tant que l'acte de classement qui est là, est là, tu peux venir occuper, mais rassure-toi que tu es sur du feu. Vous avez suivi tout de suite là, à la Faya. Il y a un cas qui s'est Vous avez suivi à la Faya. Quelqu'un a été déguerpi. Oui, non, moi c'est ça ma particularité. Parce que la forêt classée de la Faya, elle occupe 119 822 hectares. Tu ne peux pas, quelle que soit ta façon de faire, aller dire que toi, tu fais 80 hectares et puis tu NTF.
Parce que les gens oublient que le TF, là, ils disent que c'est un titre définitif. Ce n'est pas un titre définitif, hein. Parce que c'est l'État qui est le protecteur du TF. Donc, mais les gens ne comprennent pas. Bon, donc les forêts actuellement, là, vraiment, c'est le nom. C'est le nom. C'est le nom. Et moi, j'ai dit, la forêt classée de Tienfala, celle de Koulikoro, la forêt de Momaneng, celle de Kangaba, sont menacées par les velléités des personnes physiques et morales du Mali, de Bamako. Les eaux sont partie intégrante des ressources naturelles. Comment se portent aujourd'hui les eaux au Mali? Quel est l'état des eaux? Moi, je comprends qu'il s'agisse Même au-delà, lorsqu'on essaie de prendre par exemple le fleuve Niger, qui a une mer nourricière aussi, il y a, au-delà de la pêche, le fleuve Niger, ça contribue beaucoup au bien-être de la population. Oui, mais c'est ce que je dis. Je dis, moi, si je parle, parce que le fleuve Niger a plusieurs bienfaits à l'endroit des populations. Pour ceux-là qui font de l'agriculture, là, eux, c'est quand ils vont irriguer leurs parcelles. Pour ceux-là qui font de la pêche, là, eux, c'est quand ils vont faire leur étang, etc., etc. Mais je dis tout ça parce que la nature est un équilibre. Une fois que cet équilibre est rompu, alors les effets collatéraux se font sentir à travers tout ce qu'on fait, à travers toutes les activités. Le fleuve Niger, si vous le prenez de Kangaba jusqu'à Labzanga, Kangaba c'est la frontière avec la Guinée, Labzanga c'est la frontière avec le Niger. On dit que le fleuve Niger a 4200 km de longueur sur le Mali. Mais le fleuve Niger, il est mort. Je ne sais pas, il faut, ça c'est ce que je vous suggère, hein. Comme vous avez la caméra, allez-y à partir de Bako Djikorni, vous longez le fleuve pour filmer ce qui se passe, ce qu'on déverse dans le fleuve Niger, là. Mais ce n'est pas possible. Mais ce qu'on oublie encore, le sable qui se déverse dans le fleuve, là. Le sable se comporte sous l'eau exactement comme il est en surface. Je ne sais pas si tu me comprends là. Le sable que tu vois en haut là, les dunes de sable que tu vois de Gao, de Tombouctou là, dans l'eau là, sous l'eau là. Il en a de même sous l'eau. Exactement. C'est pourquoi la navigation, parce que là aussi c'est une autre activité, qui est là à cause de l'existence de l'eau du fleuve Niger. Parce que le bateau, s'il est bien rempli, pour bouger, il y a au moins 1 mètre qui doit être sous l'eau. Exactement. Le tirant d'eau. Merci. Alors, mais s'il n'y a pas d'eau, et s'il y a le sable, quand le bateau vient, il échoue. Donc, le fleuve Niger, tu as vu, c'est à nous, Maliens, de le sauver. Mais on ne fait rien pour le sauver. On fait tout au contraire pour que ça tarisse. Et ça va tarir. Toutes les maisons qu'on a construites le long du fleuve Niger, là. Quand on construisait, tu étais où? Il était là. J'étais où? On était tous là. Qu'est-ce qu'on a dit? Absolument rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu comprends, non? Donc, l'autre côté, c'est la même chose. Mais ce qu'on oublie, tous les dépôts de ces hôtels-là vont où? Dans le lit du fleuve. La zone industrielle, là, tous les éléments vont où? Dans le fleuve. Ça, c'est à Bamako. Mais Ségou, c'est pareil. Mopti, c'est pareil. Niafunke, c'est pareil. Tout. Mais tout ça, c'est comme si tous les Maliens ont pris le coup, quoi. C'est pas si le fleuve peut être représenté par un coup. Ah oui. On est en train de... L'étrangler. Exactement. Alors, quelle est la proposition à faire à ce niveau? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui et de façon concrète pour y remédier? Je pense que la seule façon pour corriger ça, c'est de respecter les textes. Les textes ont été très clairs. L'emprise du fleuve Niger. On a dit, les textes des eaux et forêts, les textes du l'urbanisme disent sans embâge. 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche de l'emprise là, on ne doit rien mettre. Ce n'est pas gratuit. Mais le Malien est capable, monsieur le maire, c'est un soldat d'Ian. Bon, parce qu'il y a la pesanteur sociale qui pèse beaucoup sur nous. Tu vas étudier chez Nando. Tu es le directeur ou bien tu es le maire là, il vient te voir. Ah, tu ne peux pas. Est-ce que tu vas refuser? C'est très réponds. Non. C'est compliqué. Bon, moi, c'est la même chose pour moi. Parce que ça, c'est notre culture. Donc, on ne peut pas.
Et l'autre, si tu fais ça, c'est comme si vraiment tu l'as égorgé. Parce que c'est difficile. Moi, je vois des gens que je ne connais pas, mais je pense que j'ai fait le petit savant, mais ça m'a coûté. Vraiment, ici, quand on a Nous n'avons plus assez de temps, Nando. Alors, dans le chapitre 5, vous parlez de l'évolution du service des eaux et forêts, n'est-ce pas? Si nous essayons de faire un peu le tour d'horizon de l'historique des eaux et forêts, ce service a connu beaucoup de mutations. Quel est l'impact de ces mutations-là aujourd'hui sur le service, le fonctionnement même du service des eaux et forêts? On a fait le changement pour le changement, parce que en 1935, c'était le service des eaux et forêts. En 1972, c'était la direction nationale des eaux et forêts. Et démocratiquement, j'ai mis un. La direction nationale des eaux et forêts, j'ai mis un et deux. C'est pas gratuit. Alors, en 1995, on a mis la direction nationale des forestières phoniques. En 1997-1998, il y avait la direction nationale de l'aménagement et de l'équipement rural. Il y avait la direction nationale de l'appui au monde rural. Et il y avait la direction générale de la réglementation et du contrôle du secteur du développement rural. Mais après ça, en 1998, on a créé la direction nationale de la conservation de la nature. On est resté dans ça, là, dans ce brouhaha, là, dans ce touiboui, là, jusqu'en 2009. Et c'est en 2009 qu'on a créé la direction nationale des forêts. Mais j'ai mis deux, pour qu'il y ait une différence entre la direction de 112 et celle de 2019. Voilà. Maintenant, ce que je veux faire ressortir, est-ce que vous savez qu'au 31 décembre 1975, il n'y avait que 274 agents forestiers. Pour toute l'étendue du territoire. De 35 à 75, il y avait un total de 411 agents forestiers. Mais sur ces 411-là, ceux qui sont morts, ceux qui ont été libérés là, il ne restait que 274 agents. Alors, on est en 1974. Le programme de ce a commencé quand? Maintenant, ces différentes réformes-là n'ont pas pris en compte l'effectif pour pouvoir en tout cas corriger le manque qui existait. Je pense que la réforme a beaucoup contribué parce que vous avez posé la question et je n'ai pas répondu. J'ai dit que la réforme là, on a fait supprimer le service des eaux et forêts, c'était fait exprès, sciemment. Moi j'ai dit, j'ai des camarades, on dit que nous on va nous mettre à la DGRC et notre directeur de l'époque, il a pris une fiche pour noter. Moi, j'ai 4. J'ai eu 4 sur 10, je ne sais pas, 4 sur 20, je ne sais pas quoi. En tout cas, je ne valais rien. Dernière question, Nando. Alors, M. Maïga, aujourd'hui, si on vous disait de faire un état des lieux de la gestion des services des eaux et forêts, que direz-vous aujourd'hui? Je vais tenter, mais je vais commencer d'abord par une sélection au niveau des agents. Et cette sélection-là, je vais me munir des critères, d'indicateurs, pour que je puisse avoir des éléments qui savent où ils vont, qui savent comment ils vont y aller, et qui savent quand ils vont arriver là, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ça veut dire quoi? Si je prends Nando et Tchimogo, a priori, je suppose que je ne connais pas Nando, mais je dois me munir des éléments sur la base de ton parcours, ça. Pour essayer de dire, voilà, Nando, lui, il peut... Ce qu'il peut faire. Exactement. Voilà. Ça, c'est un élément. Maintenant, toute ponction extérieure, là, est rejetée. On me laisse libre. C'est comme ça que je travaille. Moi, je dis, je n'ai pas d'amis dans le travail. Celui qui travaille, il est mon ami. Celui qui travaille, même si tu m'as fait la... Voilà. Bon, donc, je vais essayer de faire de mon mieux en sachant que Nando va venir intervenir. Tchimogo va venir intervenir pour me écoute, lui là, c'est mon soutien de famille. Je ne peux pas faire ça là comme je le veux. Parce que je dis encore, nous sommes ce que nous sommes et il y a la pesanteur sociale qui agit fortement sur toutes nos activités. Merci à vous, Monsieur Maïga. C'est à moi de vous remercier vraiment. Merci également à vous, Nando Damele. Merci vraiment. Je rappelle que vous êtes ingénieur des eaux et forêts à la retraite. Vous étiez là aujourd'hui pour nous parler de votre ouvrage Contribution à l'analyse du service des eaux et forêts et de la gestion des ressources naturelles.
Merci de votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Merci également à la grosse équipe de production dirigée par Moussa Kader Koulibaly et à nos chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la 2e chaîne de télévision nationale.